Bonjour les enfants. Je m'appelle Marco, je suis auteur de bande dessinée. Et je suis en particulier auteur de la bande dessinée que vous avez peut-être lue, découvert, les Godillots. Est-ce que les histoires sont vraies? Est-ce que les histoires sont vraies? C'est bien que tu commences par cette question. Parce que tu vas voir que quand on travaille la grande histoire avec un grand H, qui est la Première Guerre mondiale, et qu'on raconte des petites histoires avec des petits H qui sont nos histoires des Godillots, il se peut très souvent, ça nous est arrivé à 2-3 reprises, que d'une manière un peu étrange, la réalité, la grande histoire, vienne surpasser, vienne se rapprocher de notre petite histoire. La réalité rattrape la fiction. J'ai dans la poche ici un objet. C'est l'objet auquel vous avez évité, c'est le livre d'histoire-géographie de l'époque. Vicente, là, qui décide d'aller voir son frangin sur le front, prend ce livre-là. La réalité qui rattrape la fiction. Est-ce qu'on a inventé des choses? Le tome 1, on a carrément tout inventé. Le tome 2, on n'a rien inventé. Le tome 2, on est parti d'une histoire vraie qui se passe sur Verdun. Le tome 3, on a inventé l'histoire. Le tome 4, on a aussi inventé l'histoire, mais toujours, l'intérêt que nous on a, c'est toujours de tenter de ramener nos histoires des fictions sur des faits réels. C'est un peu la grande difficulté de mon travail entre fiction et réalité. Comment faire pour refaire les personnages à chaque fois? Ça, c'est compliqué. Ça, je crois, fait partie d'une des choses les plus compliquées de mon travail. On leur fait des schémas. On parle de cercles. Et le dessin, en général, c'est une succession de cercles, de carrés, de tubes, de triangles. Et après, c'est une succession de tubes et de ronds. D'accord? Les épaules, le avant-bras, le coude, tac, tac. Après, chacun mettra les détails qu'il veut à l'intérieur. On part de schémas très simples, ok? Donc moi, quand je vais dessiner, par exemple, Bourru, le personnage Bourru de la bande dessinée, c'est un grand costaud. Lui là, un grand costaud. Donc je vais dessiner ça. C'est la base. Un grand costaud. Et de là, je vais lui rajouter son casque, je vais rajouter sa barbe, son nez, et après je vais lui faire les habits. Si je dessine par exemple Bichette, si je dessine Palette au milieu, lui il est plus petit, il a plutôt la tête ronde, il a 3 moustaches. Et son casque, d'accord? Voilà. Tout ça pour expliquer qu'on essaie de trouver des éléments qui soient remarquables, on va dire, qui nous permettent de dessiner le personnage un peu toujours pareil. Avez-vous que réaliser des dessins de guerre? Est-ce que je ne dessine que des dessins de guerre? Ça, tu me demandes. Non. Alors même si la Première Guerre mondiale est un sujet qui m'intéresse, qui me passionne depuis 6 ans maintenant, et que ça, c'est ce qu'on appelle mon petit bébé, c'est-à-dire les Godillots sont mon petit bébé, c'est mon album, c'est moi qui ai proposé ce projet-là à mes éditeurs, ils l'ont accepté. À côté, le jour où j'ai présenté les Godillots, l'éditeur qui s'appelle Dargo, celui qui éditait Lucky Luke avant, qui éditait Astérix, m'a proposé, m'a dit non Marco, tes Godillots on en sympa, mais on n'en veut pas. Par contre, on cherche un dessinateur pour une autre série. Donc je fais une série qui s'appelle GOBD, chez Dargo. Donc je fais ça. J'ai d'autres histoires, autres que la bande dessinée de guerre, on va dire, les Godillots, c'est de la découverte aventure. Et là, je prépare un autre album, et puis je suis en train de faire une autre histoire qui va sortir bientôt, qui s'appelle Vivre avec un dessinateur. C'est la vie de mes 2 filles et de mon épouse avec moi. Comment on fait pour vivre avec moi? Je sais pas. Oui, vas-y. Pourquoi bébé? Ah, ben oui, je vais vous poser la question. Pourquoi j'ai fait les Godillots? Alors, qu'est-ce que ça veut dire les Godillots pour moi? Godillots, c'est les chaussures des militaires de l'époque. Mais c'est plus que ça. Godillot, c'est le nom de Monsieur Godillot. Alexis Godillot. Il s'appelle Alexis, c'était vraiment un gars qui a existé. C'est lui qui fournissait les chaussures militaires à l'époque. Du coup, son nom est devenu un nom commun, le nom des chaussures. Les Godillots, il a fallu que je choisisse un nom qui corresponde au personnage. Ce sont des fantassins. Des pousse-cailloux, comme on les appelle à l'époque. Ils font marcher. C'est des pousse-cailloux qu'un pousse-cailloux. Quand ils marchent. On pousse les cailloux. Vous avez vu comme quoi les mots ont
vraiment un poids. C'est important de choisir un mot pour un album de bande dessinée, parce que c'est ce mot-là qui va rester. Pourquoi avez-vous choisi ce thème-là? Pourquoi je choisis la guerre 14-18? Alors là, je vais te raconter une petite histoire très personnelle. Quand on fait un projet de bande dessinée, on envoie un projet, on l'envoie aux éditeurs, et l'éditeur dit si ça intéresse ou pas. Après, si ça intéresse, c'est bien sûr. Ça a duré 4 ans, cette histoire-là, 4 ans. Et au bout de 4 ans, je te jure, à un moment donné, j'en ai eu marre. Je me suis dit, quoi, je suis dit à ce point-là, qu'aucun éditeur veuille mon travail. Je suis fatigué. Je voulais plus dessiner. Il n'y a plus de motivation, plus d'imagination. Il a fallu que je choisisse un sujet parce que j'ai commencé à avoir peur. Peur dans le sens final. Le dessin, c'est moi, j'ai envie de dessiner. Je trouve un sujet qui me donne envie de redessiner. Et je savais quelque part que la guerre 14-18 était un sujet qui m'intéressait. Mon père est alsacien. Mon père est de Mulhouse, à côté de Mulhouse. Moi, quand j'étais petit, quand j'avais 12-13 ans, je jouais dans le canon, les restes du canon qui bombardait Belfort. Et toujours restait avec moi cette sensation d'avoir envie de traiter la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Et donc, ça m'a redonné envie de dessiner. Et donc, pour moi, j'ai commencé à dessiner la Grande Guerre. Pour moi, de faire des petits dessins à gauche, à droite, prendre mes aquarelles, mettre un peu de couleur, dessiner des poilus, lire, commencer à lire beaucoup, à découvrir. Et puis un jour, je me suis posé la question, ouais, c'est quand même pas mal ce truc, mais est-ce que je pourrais faire un projet de bande dessinée, comme d'habitude. Donc j'ai essayé de voir un peu ce qui se faisait dans les albums de bande dessinée à l'époque, sur la Première Guerre mondiale. On tombe forcément sur Tardy, qui est l'auteur de bande dessinée qui a traité la Première Guerre mondiale, plus d'autres. Et il y avait un petit créneau qui n'avait jamais été pris. Comment parler de la Grande Guerre avec de la couleur, sur un ton un petit peu léger. Bon, effectivement, sur le front, quand les soldats étaient au front, ils se battaient quoi, 10% de leur temps? 90% de leur temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils écrivaient en télé, ils faisaient du théâtre, ils rigolaient, ils pleuraient. En tout cas, ils vivaient. Et moi, nous, ce qu'on avait envie de raconter, c'est pas forcément les 10% de bataille, les 10% de leur temps où ils partaient à la guerre, enfin, se battre. On voulait raconter ces fameux 90% où ils vivaient. Voilà. Et là, j'ai commencé à faire un projet et je ne l'ai pas lâché pendant 6 mois. Et voilà pourquoi. Mais à la base, c'est un sujet qui me questionne, qui m'interroge. Et quand je suis curieux comme ça, j'ai envie de créer des histoires. Voilà. Des notions que je reviendrai souvent dessus, c'est la curiosité. Restez curieux, ça vous ouvrira toutes les portes. Je vous dis que le métier d'auteur de bande dessinée, c'est pas un métier facile. Et il faut très souvent, pour les auteurs de bande dessinée, avoir 2-3 projets pour réussir à en vivre, concrètement. Après, il y a autre chose, c'est que moi je suis un petit peu un fou du dessin. D'ailleurs, je ne lâche jamais les mêmes idées. Donc j'ai toujours plein d'idées et plein de projets. Je pourrais me contenter d'un seul projet, de faire que les godillots, même si ça ne me rapporte pas énormément d'argent. Moi, je suis curieux de tout. Avez-vous essayé? Je passe mon temps à essayer. C'est impossible dans ce genre de métier, c'est impossible dans ce genre d'histoire de faire ça seul. Je me fais aider par des gens qui sont spécialistes. Je me fais aider par des gens qui sont aussi curieux que moi, qui ne sont pas forcément des professionnels, mais je me fais aider par des historiens, des vrais historiens. Je me fais aider par des gens dont c'est pas le métier, mais dont c'est la passion, des passions menées à un stade où ça en devient carrément de la profession. On peut parler par exemple de Michael, par exemple aussi, qui est spécialiste sur un point précis de la Grande Guerre. Il y en a qui sont spécialistes de l'obus de 75. Ces gens-là, je fais appel à eux. Donc je fais appel à eux. Je fais appel à toutes ces personnes-là. Et je fais appel aussi à pas mal de choses. Je dis la curiosité, je vous dis ça tout à l'heure. Je m'aide aussi avec ces gens-là, je m'aide avec beaucoup de lectures. Et je m'aide aussi avec des documents d'époque. Utilisez ce genre de choses. Des exemplaires d'époque. Je sais pas, c'est un journal, c'est l'Excelsior, il date du dimanche 8 novembre 1914. On est combien aujourd'hui? 2015. Ouais, mais le jour? Le 16 novembre. Jeudi. Dans 3 jours, il aura 100 ans, celui. C'est la documentation qui peut me servir. Ok?
J'ai des photos, j'ai des textes, c'est intéressant. Il y a une notion qui est très importante à l'époque, il y a ce qu'on appelle la censure. Je vous l'explique en 2 mots. La censure, c'est une manière de contrôler tout ce qui va être édité, publié, avant que ça passe au public. Ces photos-là sont intéressantes au niveau documentation. Je vois exactement comment lui il est habillé, ça et tout. Je ne suis pas persuadé que l'image ne soit pas une mise en scène. Tout ça. Donc je fais appel à autre chose, des photos privées, des photos de militaires qu'ils ont prises à l'époque, eux-mêmes, de là où ils vivaient, de ce qu'ils faisaient. Et ces photos-là ne sont jamais passées par un quelconque filtre, une quelconque censure. Personne n'est venu dire que ces photos étaient montrables ou pas. Elles en montrent leur vie au quotidien, ok, sans filtre. Et moi, j'ai accès directement à ces photos, qui souvent sont accompagnées de petits textes d'ailleurs, sans le vouloir. Vous avez apporté ce que vous avez ressenti. Vareuse. Alors ouais, parce qu'en fait, ça c'est un objet qui a été porté, hein. C'est vraiment quelqu'un qui l'avait dans un grenier de son arrière-grand-père, et qui au lieu de le jeter m'a dit je vais vous le donner. J'ai dit merci. Moi ce qui m'intéresse, du coup, c'est intéressant. C'est assez intéressant parce que du coup je vais expliquer aux enfants ou aux gens que je vais voir, il ne suffit pas de bien documenter, il ne suffit pas de bien regarder. Il ne suffit pas de regarder des photos de la Tour Eiffel, il faut monter sur la Tour Eiffel. Quand on veut dessiner la Tour Eiffel, il faut aller à la Tour Eiffel. Quand on veut dessiner la Première Guerre mondiale, comme moi je veux le faire, il faut que je vienne ici en Argonne, il faut que je vienne à un jardin, il faut que j'aille à Vimy, il faut que j'aille ailleurs. En fait, il faut se déplacer. Tout comme quand moi je me déplace vers vous voir maintenant, c'est que derrière un album de bande dessinée, ben, il y a une personne en vrai, une vraie personne qui existe. Et donc quand moi je vais dessiner ces poilus, quand moi je vais leur dessiner ces dareuses sur le dos, plus les grosses vestes qu'ils avaient par-dessus, plus le pantalon qu'ils avaient, plus les bambolières, plus les godillots, plus le sac, plus le fusil, tout ça. Je ne vais pas les dessiner comme s'il y avait un jean ou un t-shirt de chez H&M. Hein. Non, ils ont ça sur main. Ils ont ça sur le dos. Et quand tu prends ça, touche-le, prends-le, soupèse-le. Voilà. C'est énorme. On dirait la moquette d'ailleurs. Hein. On dirait la grosse moquette. Et ils avaient ça sur le dos. Hein. Ce qui est important dans mon métier, c'est de me documenter, mais aussi de ressentir les choses. C'est pour ça que quand moi j'ai travaillé sur la Première Guerre mondiale, il a fallu absolument que je vienne sur les sites de la Première Guerre mondiale pour me rendre compte de plusieurs choses. Qu'est-ce que c'est que la petite gazette? Alors, en général, un éditeur de bande dessinée demande aux auteurs de bande dessinée, ça se fait de plus en plus, de rajouter sur un petit cahier à la fin. L'album, c'est normalement 46 pages, mais on demande très souvent à l'auteur de rédiger 8 pages de plus, qui sont en fait très souvent ce qu'on appelle des making-of. Et nous, on a décidé non pas de faire un making-of, mais on a décidé de faire ce qu'on appelle un journal de tranchée. À cette époque-là, il y avait les journaux dits officiels. Hein. Vous avez donc le Miroir, par exemple ici. Celui-là date de août 14, donc il y a plus de 100 ans, celui-là déjà. Il y avait les Excelsior, il y avait les illustrations, il y avait les Annales, il y avait les Pèlerins, il y avait... Et puis il y avait des journaux rédigés par les militaires eux-mêmes. Sans que ça passe par, comme je l'expliquais, par le filtre de la censure, nous on a envie de raconter vraiment comment ça se passe. On n'a pas envie que nos textes passent par quelqu'un qui dise si c'est bon ou pas bon. Si on a envie de raconter qu'il pleut et qu'il fait froid et qu'on en a marre, on veut pouvoir le dire. Ici on a le front, là ils se battent ici, d'accord? Les journaux, ceux-là, là, les journaux nationaux, donnaient l'information de l'avant vers l'arrière, à Paris ou dans les villes à l'arrière. Les journaux de tranchées donnaient l'information non pas de là à là, mais dans les tranchées, en horizontal comme ça. On informait, les militaires s'informaient entre eux. Voilà. Et donc nous, on a voulu créer une espèce de fou au journal de tranchées qui donne des informations, on va dire, précises sur les histoires qu'on a envie de raconter. Qui, Olivier, pour te le décrire, déjà physiquement, tu le verras ce week-end, il vient à Verdun, au Salon du Livre. Là, il est comme ça, il est frisé, voilà.
il a un petit nez, un gros menton, il est comme ça. Voilà. Voilà. Olière, lui, il vient du nord. Il vient de près de Lille, là-haut. Et Olière, c'est en vrai son vrai prénom, c'est Olivier. Et c'est le scénariste des Godiyo. En album de bande dessinée, si vous ne connaissez pas les auteurs de bande dessinée, il suffit de regarder dans la manière dont c'est agencé. Le scénariste est tourné en premier. Combien de temps pour réaliser une page? À une page? Alors déjà, je vais vous montrer une page, parce que c'est une page déjà. Je parlais tout à l'heure de photos, de documentation. Ça, c'est une documentation, ça c'est... Une photo assez classique du départ en guerre en 14. Soldats français qui partent et une dame... voilà. Donc des photos, on en a, mais pas de couleurs. Donc je commence à mettre un petit peu de couleurs dans mes albums. Donc il faut que je me documente. Ah, intéressant cette photo, j'adore cette photo. En tout cas, c'est intéressant parce qu'on voit très bien ce qu'on appelle un poilu. On voit son vélo, on voit son fusil Lebel, on voit son arbre-sac, ici son sac, on voit ici sa baïonnette, on voit ici son car, sa gamelle, son breulage. Ici, le breulage, c'est ce qui permet de porter les affaires. Ici, on a ce fameux poilu, hein, avec les Godiyo crottés. Il y a ses bandes mollières, il y a ce fameux varech que je vous ai montré, c'est exactement la même. Son casque Adrien, belle moustache, poilu. Bon, je me méfie parce que je l'ai vu en deux versions. Il y a la même version avec le bâtiment effondré derrière. Donc je ne sais pas laquelle version est la bonne. Censure, contrôle, pas ou pas. On va mettre jusqu'à mettre un petit pansement sur la main. Bon, une belle image de poilu. Hein. Ça, c'est des photos, c'est une photo d'un tableau. Hein. Alors, moi, ce que j'aime bien, bon, c'est intéressant au niveau de documentation, c'est que je vois un peu les couleurs, je vois un petit peu les uniformes. C'est intéressant comme documentation. Mais je préfère à la rigueur celle-là. Voilà comment un peintre à l'époque a dessiné sa vie au quotidien. Ça, c'est sûrement une commande. On dit fais-nous des poilus qui partent à la guerre, nanana. Et ça, c'est à mon avis plus une aquarelle qui a été faite qui décrit leur vie au quotidien. Qui m'apporte les mêmes documentations, j'ai les mêmes casques, j'ai les mêmes uniformes, j'ai les mêmes fusils. On avance avec mes erreurs, j'avance avec mes erreurs. C'est que j'ai mal dessiné éventuellement ici, là c'est un peu plus épais, c'est pas très propre, c'est pas fini, le trait n'est pas fini. Et c'est tout ça qui fait la richesse, et c'est tout ça qui fait la sensation. Je mets en moyenne, alors ça c'est pareil, je mets en moyenne 9 mois pour faire un album de bande dessinée, d'accord? Le tome 1, j'ai mis 1 an. Le tome 2, j'ai mis 1 an et demi. Le tome 3, j'ai mis 2 ans. Et le tome 4, je vais mettre 2 ans en papier. Voilà. C'est pas tant. Alors, c'est important de faire les choses bien. S'il faut 3 mois de plus pour faire un album, on prendra 3 mois de plus. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. C'est important pour moi de le mettre là-dedans. C'est pour moi important de le mettre physiquement dans une tranchée, voir un peu comment ça se passe. Bon, il me manque une donnée importante que je ne veux pas avoir, que je ne veux pas la guerre. Voilà un album de bande dessinée. D'abord, ce qu'on appelle un chemin de fer. C'est toutes les pages où je décris ce qui se passe. Et après, j'ai le scénario. Le scénario qui me décrit ce que je dois dessiner. Ça, c'est Olière qui me dit. Il me fait à droite un dialogue. Les muses de l'escadron. Ça confirme ce que pensait le capitaine. Il a dû arriver malheur à Robillard et Charlet sur le tableau. Il fait le dialogue. Moi, là, je fais un croquis très rapide. C'est le rond et le carré des patates. Voilà. Qui met en scène vite fait ce qu'il veut que je dessine. Donc on est d'accord, je dessine ce qu'on appelle le croquis préparatoire. Le croquis préparatoire, c'est le dessin beaucoup plus abouti, mieux fini, plus travaillé, qui est grand comme ça. Ah oui. Okay. À ce niveau-là, on peut commencer réellement à travailler. Cette planche-là, pas celle-là, voilà. C'est ce qu'on appelle un original couleur, un original de page, avant impression. C'est-à-dire, là il manque des choses quand même, hein. Il manque des choses, c'est quoi hein? Il manque les bulles pour les textes, et ce qu'on appelle les entrecases, c'est-à-dire les lignes blanches qui vont séparer les cases, d'accord? Et j'y rajoute entrecase des bulles. Comme j'ai fait comme un cochon, très très mal, au lieu d'écrire moi-même à la main, c'est vraiment un métier, il y a des lettreurs en bande dessinée, donc c'est une métier, des lettres quand même. J'ai fait l'informatique, j'ai une police de caractère. C'est ça pour arriver à une planche fine. Ça part à l'impression, c'est imprimé, c'est...
une fois que c'est imprimé, une fois que c'est fait, ça part à l'impression, et l'album de bande dessinée, c'est ça. Ça, l'album de bande dessinée. Ah ouais. Alors, il y en a 3 comme ça. Il y en a 3, ça s'appelle des cahiers. 3 cahiers. Ces 3 cahiers, une fois qu'ils sont imprimés, recto, verso, une fois que c'est validé, que les couleurs sont bonnes, une fois que c'est plié, c'est coupé, c'est relié, et ça fait une bande dessinée. D'ailleurs, quand vous regardez une bande dessinée sur la tranche, ici, il y a 3 groupes de feuilles. 3 groupes, voilà. Et le feuillet. Voilà. Donc, je vous donne. Merci beaucoup. Merci. Et nous, à notre tour, on a un petit, donc, avant que je n'oublie. Donc, on a préparé. On l'a déjà mis dans une pochette, parce qu'à l'école, on a beaucoup de Très bien. Vous pouvez voir, alors, c'est vous? Oui. Il reste une dernière question, Marco? Allez-y pendant que je... Allez, pendant qu'il regarde, Zoé. Où avez-vous appris à dessiner et à quel âge? Alors, j'ai appris à dessiner comme vous dessinez, vous. J'imagine que vous dessinez, vous moins plaisir, mais vous dessinez. Et moi, c'est pareil. J'ai dessiné à votre âge, c'est à l'âge de 12 ans. C'est passé un truc très particulier dans ma vie, où j'ai décidé que ce serait le métier que je voudrais faire. Donc à partir de l'âge de 12 ans, j'ai transformé l'envie de dessiner par une vraie passion. Je faisais que dessiner. J'étudiais, je lisais la bande dessinée. J'ai travaillé réellement des pages complètes de main pour dessiner les mains, décortiquer les muscles et tout, pour apprendre à dessiner. Après, j'ai fait un Beaux-Arts. Un Beaux-Arts, c'est une école. Parce qu'à un moment donné, quand on m'a dit à l'école, tu sais, Marco, il y a des écoles rien que pour toi. Si tu veux dessiner tous les jours, il n'y a pas de souci. Pas la peine de venir en cours de maths si c'est pour t'embêter. Ici, il y a des écoles pour toi. On m'a dit, si tu veux être dessinateur, on va t'amener dans une école pour dessiner. Tu vas pouvoir dessiner jour et nuit. Après, il y a autre chose. Entre le passage de je dessine pour le plaisir à je dessine pour une passion, et le passage de la passion à je suis un professionnel, maintenant, à partir de maintenant, si je veux manger ce soir, ce sera grâce au dessin. J'en fais mon métier. Donc il y a eu 12 ans le passage à la passion, 20 ans, le saut dans le grand vide. Allez, maintenant, ce matin quand je me lève, j'ai pas un patron qui va me dire lève-toi, va travailler. C'est moi qui me lève et dis allez, maintenant tu vas dessiner et tu vas faire en sorte que ce métier-là te ramène de l'argent. Et là, je suis dans une autre étape maintenant, à 46 ans, c'est du temps quand même, où je suis dans l'étape maintenant, je n'ai plus à chercher de travail. C'est-à-dire que mon éditeur a confiance dans mon travail. Je n'ai plus à développer des projets, je n'ai plus à chercher de l'argent. Maintenant, on me propose aussi de travailler avec un éditeur, et je suis dans la création pure. Maintenant, je ne fais que créer. Je ne fais plus de boulot de commande. Avant, pour gagner de l'argent, on me demandait, tu peux faire des cartes de vœux, tu peux faire des affiches, tu peux faire donner des cours, tu peux... là, je fais plus tout ça. Maintenant, je fais que de la création. Donc, c'est ça. Vous avez là un moyen de vous exprimer. Le dessin est un chemin par lequel vous pouvez vous exprimer. Que vous dessiniez comme ça, ou comme ça, ou comme ça, que vous mélangez les époques. Prenez plaisir à dessiner. Enfin, vous allez dire encore un grand merci. Voilà, juste pour dire que je viens donc dans le cadre de Argonne en 14, donc Argonne et la rue de Santerre. Voilà, organisé par Mickaël. Mais que je serai aussi ce soir à 18h à la bibliothèque des Tièdes. Voilà. Et ce soir, je fais une performance, je vais dessiner en direct. Et puis sinon, je suis à Verdun ce week-end avec Olière. Et on fait des dédicaces. C'est-à-dire, vous venez avec l'album et on fait un album. J'arrive tout de suite à les accompagner. Ok. Bon appétit. Bon appétit, Marco.